Bonjour, bienvenue dans la place de l'info en ce 4 octobre. J'espère que vous allez bien. 5 octobre si vous regardez la rediffusion de l'émission. On est très heureux de vous accueillir avec ce beau temps formidable, ces couleurs d'automne que l'on voit. On va s'amuser demain avec Camille Copin qui prépare cette émission à regarder un peu les premières webcams en montagne parce que les premières gelées sont apparues aujourd'hui, donc à la limite des zones de plaine. On l'a vu avec Thierry Paulme. Bonjour Thierry. Bonjour Alexis. 3, 4 degrés, ça commence à gratter à 1000 mètres d'altitude. Oui, ça commence. Et puis ça sera pire encore la semaine prochaine. On risque de gratter beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Et Oui. le premier coup de froid commence à arriver. Donc, si vous avez encore des géraniums, il va falloir les rentrer. Également pour les vendanges. On a encore quelques mondeuses qui n'ont pas été vendangées en Savoie. J'ai eu quelques viticulteurs qui vont accélérer là, cette fin de semaine de peur d'avoir les premiers gels qui vont un peu serrer les grappes en fin de semaine. Ce froid, il va s'intensifier quand? Week-end, début de semaine? Alors plutôt en début de semaine prochaine. On va avoir encore un week-end avec des températures sensiblement identiques à ce qu'on a maintenant. Ça va même peut-être remonter un tout petit peu ce week-end parce que le vent va baisser un tout petit peu, le vent de nord. Mais la semaine prochaine, ça revient et là, ça va vraiment baisser. On risque bien d'avoir des premières gelées à basse altitude. À basse altitude. On fera un petit point météo tout à l'heure. On a les filles avec nous. On est très heureux de recevoir Olivia Boisseau, qui est journaliste à 8 Mont-Blanc, qui aime bien l'économie. Et vous avez planché aujourd'hui sur les circuits courts parce qu'on parle d'agriculture toute la semaine sur 8 Mont-Blanc. Et je vous présente donc l'invité d'aujourd'hui. C'est le patron des agriculteurs du Genevois. Merci beaucoup à vous, François Erard, d'être avec nous. Vous êtes le président d'Agri-Genève. Le directeur. Et le directeur, j'ai une petite erreur, mais ce n'est pas grave. Vous êtes beau comme un banquier. Merci. C'est vrai un peu. Bon, Vous ressemblez plus à un banquier qu'à nos représentants agricoles qui sont habillés pas trop comme ça. Ah, mais c'est parce que je viens à TV8 Mont-Blanc. C'est pour ça, vous êtes Voilà, bah oui. Bonsoir Fanette, merci d'être avec nous. Vous allez présenter le JD dans 28 minutes, très très exactement. Et tout d'abord, voilà, vous nous parlez d'un sujet aussi frontalier. Les douanes se réorganisent entre la France et la Suisse. Voilà, ce sont les douanes du Léman. On le sait, il y a une grosse réforme en ce moment pour les douanes qui sont très sollicitées depuis les attentats et les menaces terroristes. Et donc, pour les douanes du Léman, il y a une réorganisation. Anne Massé-Gaillard qui se regroupe. Gex et Ferney-Voltaire. 30 douaniers doivent être mutés. C'est une décision qui fait un peu grincer des dents du côté des syndicats. Ok, on verra votre reportage donc dans 28 minutes. Ah, j'adore. En plus, moi, je l'ai vu dans d'autres salles, mais je ne l'ai pas vu à Bonlieu. La cantatrice chauve. Ils sont en général? Ils ont démarré? Alors ça démarre ce soir avec l'ouverture de saison. Ce qui est très sympa, c'est que c'est dans la petite salle, donc le public sera très proche de Romane Boringer et des autres comédiens. C'est une mise en scène de Pierre Pradinas. J'ai assisté à quelques répétitions, alors, ça a l'air vraiment sympa. C'est vrai? Oui. C'est vrai que la petite salle, elle est assez conviviale. Oui, oui, puis le décor est très actuel et c'est une pièce moi, que je ne connaissais pas et qui a l'air très actuelle. Eh bien très bien, on verra tout ça dans le cadre du JT dans 27 minutes très exactement. Bienvenue, vous êtes dans la place de l'info. François Erard, vous êtes avec nous, vous êtes le directeur d'Agri-Genève. Vous avez un petit peu suivi l'actualité française où le gouvernement a très clairement annoncé des mesures d'aide, un train de mesures aux agriculteurs français. Alors on le sait bien heureusement, les agriculteurs savoyards s'en sortent quand même bien mieux, même s'il y a des malaises, même s'il y a des problématiques liées notamment à la perte du foncier. Mais voilà, il faut le dire, la production laitière s'en sort très bien en France. Est-ce que c'est le cas également en Suisse ou pas du tout ? Alors en Suisse, on a plus ou moins les mêmes problèmes qu'en France. Et c'est vrai que le secteur laitier subit une crise sans précédent, puisqu'en fait, la Confédération a décidé d'abandonner les contingentements laitiers. C'est le même cas que ce qui s'est passé en Europe et en France. Et effectivement, ça a conduit à une très forte baisse des prix. Et aujourd'hui, les paysans produisent du lait et vendent du lait à un prix qui ne couvre pas les frais de production. On se retourne derrière le mur d'images. Ce qu'on connaît de Genève, c'est cela. C'est de très très belles images avec donc la France d'un côté, la Suisse de l'autre. On voit ce territoire qui est ceinturé par cette autoroute de contournement qui relie à Bardonnay. Mais il y a aussi, on le voit, des terres agricoles. C'est quelle taille ? Alors Genève, c'est vrai que et vous l'avez souligné, c'est un canton qui est surtout connu pour ses banques, pour son horlogerie,
pour les organisations internationales. Mais Genève, c'est également un canton qui a un vaste territoire agricole, puisqu'en fait, la moitié du territoire genevois est occupé par l'agriculture. Ordre de grandeur, c'est 12 000 hectares. Donc ça peut paraître petit pour d'autres régions, mais c'est quand même une surface importante. Et je vous dis, il y a 50% du territoire qui est dédié à l'agriculture. Alors vous êtes à 400 mètres d'altitude, hein, tout autour du lac Léman. On le sait, l'été, les vaches ont besoin d'avoir un peu plus frais, donc elles montent en altitude, prendre l'air. S'élève, hein, donc elle passe clairement la frontière pour aller de l'autre côté. On le voit aussi, bien sûr, il y a de la viticulture. Le problème aujourd'hui pour la France et pour la Suisse, c'est évidemment l'élevage. On vient de voir des vaches à l'instant. L'élevage est en crise en France et en Suisse. Alors, l'élevage est également, je l'évoquais tout à l'heure, est également en crise. J'illustrerai ça par quelques chiffres. On a plus qu'aujourd'hui à Genève 5 producteurs de lait. Ils sont plus que 5 à produire des vaches laitières. On a à côté de ça des agriculteurs qui produisent des races à viande, qui font de la viande. Mais j'entends le secteur élevage, globalement, il est effectivement en crise. En Suisse Alors, aussi. quand on voit effectivement ces vaches, quand on voit ces producteurs, je vais vous donner un chiffre. Hein. C'est un communiqué que vous avez édité il y a quelques jours. Le revenu moyen d'un agriculteur à l'année, c'est 44 600 francs suisses. Bon, alors évidemment, on est en France suisse et on est dans un pays qui a un haut pouvoir d'achat. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas très haut pour votre pays. Hein. Non, c'est pas très haut. Et le problème que nous avons, c'est qu'il y a de plus en plus l'écart, je dirais, entre ce qu'on appelle un revenu comparable d'autres branches de l'économie et les revenus de l'agriculture, cet écart tend à se creuser, ce qui est absolument pas normal. Ça ne joint plus. Ça ne joint plus. Alors, il y a des mesures qui ont été annoncées en France pour aider les agriculteurs à se désendetter, à payer leurs dettes, en leur garantissant en gros un prêt à 1%. En Suisse, vous trouvez ça bizarre de loin ? Non, alors moi je trouve à un moment donné normal que l'État, je dirais, prenne ses responsabilités et soutienne l'agriculture. Il faut quand même rappeler que l'agriculture, ça répond à un besoin fondamental de l'être humain. Il faut se nourrir, et voilà, on doit se nourrir 3 fois par jour. Alors contrairement à d'autres secteurs, on peut se passer de téléphone portable, on peut se passer d'une montre, mais on doit manger 3 fois par jour. Et c'est ça le rôle fondamental de l'agriculture. Et ce rôle mérite soutien quand ce métier est en crise. Je me retourne à travers ce magnifique territoire que l'on voit. On voit des champs, on voit aussi des cultures. On sait les céréaliers en France ont des difficultés. En Suisse, c'est un petit peu différent parce que vous n'avez pas ces grandes plaines, comme on le voit notamment de la Beauce, où il y a une très grande agriculture, très mécanisée. Il y a beaucoup de productions, notamment qui se font à la main. On voit les pommes qui ont un véritable label de qualité, avec ces jus. À notre différence des Français, vous mangez le grain de raisin, le chasselas, vous en faites un magnifique vin. Nous, on le mange. Donc voilà, vous arrivez aussi à faire de la valorisation de ces produits. Oui, effectivement. Et pour revenir à Genève, on a développé, il y a une dizaine d'années, une marque qui s'appelle, c'est une marque de garantie, qui s'appelle Genève Région Terre Avenir. Et cette marque, en fait, elle défend des valeurs d'équité, de proximité, de qualité. Et en fait, notre travail, à nous, organisations agricoles, c'est de fidéliser les consommateurs genevois à cette marque. Et en fait, cette marque, on la pose sur des fruits, on la pose sur on a 500 produits aujourd'hui qui sont labellisés. Et pour revenir à votre question sur les céréales, effectivement, on a réussi à développer une filière avec des farines genevoises qui sont porteuses de cette marque, Genève Région Terre Avenir. Et là, les agriculteurs touchent 10% de plus du prix conventionnel du grand marché. Tout marche, sauf un domaine qui nous pose un peu question de part et d'autre de la frontière. On le sait, une grande majorité des frontaliers n'hésitent pas à passer la frontière côté français pour aller dans les grandes surfaces françaises pour acheter ça, pour acheter la viande. La viande est beaucoup plus chère côté suisse que côté français. Pourquoi ? Alors, en Suisse, tout est plus cher en Suisse. Mais principalement la viande. Alors, la viande, mais j'entends pour produire de la viande des agents de production. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de sol, de terre. Effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'en France. Tout est beaucoup plus cher, la main-d'œuvre coûte plus cher, j'entends, le sol coûte plus cher, les assurances, l'électricité, ce qui fait que tout ça renchérit le coût du produit. Et puis après, tout au long de la chaîne de transformation, donc une vache, on l'élève, après il y a l'abattoir, il y a le conditionnement, il y a la vente, et là, tous ces acteurs ont aussi des frais qui sont largement supérieurs à ceux des pays qui nous entourent, notamment la France, et au final, effectivement, le produit est beaucoup plus cher. C'est une fatalité, on ne peut rien faire ? Je dirais que si on veut couvrir nos frais de production, on est obligé de produire à ces coûts-là. Mais après, il faut être conscient du fait que les Suisses, effectivement, ils bénéficient d'une espèce de rente de situation parce qu'on a effectivement, Genève, c'est 103 km de frontière avec la France. Effectivement, on a des salaires suisses et puis on bénéficie de ces salaires pour aller effectivement acheter des produits en France qui sont, vu notre pouvoir d'achat, nettement meilleur marché qu'en Suisse.
Nous parlons maintenant de la haute valeur ajoutée. Vous avez parlé de label. La France fait la même chose, essaie de faire ses AOP et ses AOC. Ce territoire de Genève qui est magnifique, mais qui est ceinturé, on l'a dit, toutes les routes vont vers la France. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à donner de l'équilibre et surtout de l'avenir à ce territoire? On l'a vu, ces sols ne sont pas très nombreux. Les terres, à force de les cultiver, elles sont de plus en plus pauvres. On l'a dit, Pierre Rabhi le dit, aujourd'hui on est en train de tuer la terre parce qu'on en demande trop. Est-ce que vous arrivez à garder une production satisfaisante en n'en demandant pas trop à cette pauvre terre qui est en plus dans un territoire très contraint? Alors il y a deux éléments. Il y a d'abord le grignotage du territoire. Le mitage urbain. Le mitage urbain en raison de l'expansion. Genève, c'est un pôle économique très fort pour toute la région. Et effectivement, on assiste à des disparitions de terres pour des constructions, infrastructures, etc. Alors quant à la fertilité des sols, c'est vrai que nous à Genève, on a mis en place des systèmes qu'on appelle d'agriculture de conservation. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui le pratiquent. Et ces systèmes permettent justement de maintenir la fertilité des sols. C'est-à-dire qu'on utilise de moins en moins la charrue, on fait travailler les vers de terre, c'est toujours vert. Et grâce à ces systèmes, effectivement, on arrive à maintenir, voire augmenter la fertilité des sols. Vous vous intéressez forcément au circuit court, parce que l'intérêt évidemment de cette production, c'est de la retrouver dans les tables suisses et françaises. Olivia Boisson va vous retrouver dans quelques instants. Elle a planché sur le sujet. Vous restez avec nous et on accueille Thierry Paul. On va parler des premières gelées dans les pays de Savoie. C'est juste après la pub. Bienvenue dans la place de l'info. François Erard est avec nous. C'est le patron des agriculteurs de Genève. On essaie de comprendre pourquoi la production agricole est-elle un petit peu différente entre la Suisse et la France. Que peut-on acheter et à quel prix? On va poser ces questions dans quelques instants. Olivia Boisson est avec nous. Nous allons parler des circuits courts. Comment essayer d'acheter vos légumes au meilleur endroit. Pourquoi il se remonte, Thierry? Parce qu'il a peur d'être trop petit par rapport à Olivia qui est très grande. Ouais, alors du coup, c'est ça? Vous avez un complexe d'infériorité, Thierry Paul. C'est vrai qu'elle est très belle et très grande, Olivia. Bon, notre invité aussi est très grand, donc voilà. Thierry Paul, au lieu de faire le pitre, la météo pour demain. Comme aujourd'hui. Je pense que pendant quelques jours, voire même quelques... Vous voulez plus venir parce qu'il va faire beau? À la limite, on peut enregistrer, puis on passe toujours le même. C'est vrai, il n'y aura rien à raconter? Non, il n'y aura rien à raconter. On aura exactement le même type de temps qu'aujourd'hui, du soleil, un peu de fraîcheur le matin. Ça va regarde les cartes. Oui, on regarde les cartes, ça doit bien arriver. Vous avez fait les cartes quand même. Bien sûr. Comme ça je m'en l'ai. Allez, regardez. Donc on a droit à quelques... Alors on a mis quelques nuages, ça fait un peu joli. Ça symbolise surtout, comme ce matin, quelques bancs de grisaille, de brume, de ci, de là, mais rien de bien méchant. Ça se dissipe rapidement. L'après-midi sera bien ensoleillé, aucun problème. La température, donc au petit matin, petite fraîcheur, 6 degrés à Annecy, vous le voyez. On ira jusqu'à 18 degrés dans le bassin annécien ou 20 degrés attendu dans le bassin genevois notamment. Non, ce sera un peu plus frais dans le bassin genevois. Ouais, c'est plutôt sur Chambéry. Oui, l'effet bise sur le Léman est assez important et du coup, on a du mal même à atteindre les 15 degrés dans le Genevois. Alors, fin de semaine, ça pourrait remonter un peu? Oui, ça pourrait remonter un petit peu sur la fin de semaine. Ce sera que temporaire, parce qu'au début de semaine prochaine, à nouveau, on aura ce vent qui va se lever de nord-est. Et du coup, la température va rebaisser et elle va encore plus baisser que là. C'est-à-dire en journée, on pourrait être à quoi? On pourrait avoir du mal à atteindre les 15 degrés, entre 13 et 15 pour le milieu de semaine prochaine. Voilà. Et du coup, on pourrait récupérer, donc comme on l'a dit tout à l'heure, des gelées à basse altitude, vers 600-700 mètres. D'accord. Habituellement, quand on a ce temps anticyclonique, on pense au brouillard. Pour l'instant, c'est annoncé ou pas plus que ça? Pas plus que ce matin, par exemple. Voilà. Bon, écoutez, on va pas se plaindre, c'est pas très agréable. Surtout dans le bassin genevois, ils ont bien l'habitude. Quand il arrive dans le bassin genevois, il repart plus. Il repart au mois d'avril. Thierry, c'est vrai que quand on commence à regarder un peu depuis cet été, on a eu un printemps pas beau. Il a commencé à faire beau, on va dire, mi-juillet. Depuis mi-juillet, maintenant, on a eu des séquences de jours de pluie, 3 jours de pluie. Là, ça commence à faire sec. Ça commence à faire bien sec, oui. Je pense que monsieur peut le confirmer. Et ça reste? Là, pour l'instant, on ne voit pas de perturbation avant le 15 octobre. Pas de pluie avant le 15 octobre et du froid. Voilà les prévisions météo qu'on verra donc dans à peu près un quart d'heure avec Thierry Paul. À peu près. On parle des circuits courts avec Olivia qui est prête. Juste auparavant, direction Chambéry, on retrouve Hugo Magnien. Un dîner à Chambéry, un extrait. Capucine Anav, qui est la productrice de la série, qui m'a contacté et qui m'a dit, qui avait vu mon travail déjà, tout ce que je faisais artistiquement, et qui m'a proposé donc d'écrire et de réaliser cette série. Ouais. Donc on s'est mis d'accord sur une direction artistique ensemble, elle était très convaincue, et fin de l'histoire, tout simplement. Tu connaissais déjà Capucine Anav quand tu as démarré Pas du tout.
Absolument pas. Absolument pas. C'est une Et vraie elle t'a rencontre. contacté comme ça. Et Alors voilà. Capucine Nave, pour ceux qui la connaissent pas, on le rappelle, elle a démarré dans une émission prestigieuse, Secret Story, Exactement. sur TF1. Ensuite, elle a été sur Énergie 12 avec le MAG, où C'est elle ça. était animatrice. Animatrice, elle a fait Le la MAG, radio elle se également, démerdait je crois. très bien. C'est très bien. Donc Capucine Nave qui rejoindra très prochainement, là, à la rentrée, cette rentrée. Touche pas à mon l'équipe poste, c'est de officiel. Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, sur C8. Sur C8, ouais, c'est le nom de la chaîne c'est C8. change. Ouais, c'est. Mais c'était loin d'être ton premier projet, la série en Pas coloc. du tout. Je C'était peux loin. répondre après, s'il te plaît, vite fait parce que Non. la tartare, il me tombe grave dessus et ça me perturbe. Ouais, mais Non, tu sais, je déconne. faut pas venir dans cette émission, c'est un piège. On est un peu je sadique. Hugo sera avec nous demain pour égrener les belles sorties à ne pas manquer dans les pays de Savoie. Alors Olivia, vous êtes intéressée au circuit court. Bon, on en parle, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Oui, de plus en plus. Oui. Des exemples? Alors, j'ai plusieurs exemples. Pour la Suisse, l'Union maraîchère de Genève, que j'ai eu l'occasion de visiter. Mhm. Et en France, donc on en a 700 au total et 58 dans notre région, c'est la ruche qui dit oui. Donc en fait, les gens peuvent commander leurs aliments sur Internet. Les paniers sont prêts 2 fois par semaine et ils viennent les chercher tout simplement et ils rencontrent les producteurs. Ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils ont vraiment un lien social qui se crée, donc c'est très sympa. C'est une démarche de bobo ou vous pensez réellement que ça va toucher toutes les clientèles? Alors, selon la dame qui dirigeait la ruche d'Annecy, Nathalie Guigue, elle dit qu'effectivement, c'est devient plus qu'une mode finalement parce que les gens veulent savoir ce qu'ils mangent réellement. Et de plus en plus. Alors, seul problème, là on l'a vu avec Thierry Paul, il va faire sec. On va commencer à sortir maintenant les légumes d'été, c'est vraiment la fin. On va rentrer dans les racines, les tubéreux, etc. Et si vous allez dans les AMAP ou dans les circuits courts classiques, vous allez payer donc 40, 50 francs à peu près. C'est ce que coûte un panier que vous avez habituellement. C'est ça, c'est à peu près les tarifs. Hors de grande. Voilà. Seul problème, c'est que vous n'avez pas les choix des légumes. On va vous donner ce que la terre peut produire. Et ce qui est logique finalement, Ouais. puisqu'on est censé consommer ce que la terre nous donne. Donc, il y a de plus en plus de gens qui raisonnent de cette façon. Et elle le sent vraiment parce que le jour où je suis allée là-bas, il y avait quand même une 50aine de personnes qui venaient récupérer leurs commandes, ce qui est quand même assez exceptionnel. Est-ce que c'est rentable pour l'acheteur de passer par ce style de marché? On dit que c'est mieux pour la santé. Ok, mais est-ce que c'est pas plus cher? Alors, en fait, le producteur fixe ses propres prix. Mhm. Donc ça, c'est... Après, la personne C'est décide pas de d'acheter... discussion possible. Non, aucune. La ruche n'a pas le droit d'agir sur les prix du producteur. Donc après, ce sont les gens qui commandent ou qui décident de ne pas commander. Mais en contrepartie, il y a 17% de chaque produit hors taxe qui est reversé à la ruche pour le site internet. Pour l'animation voilà. locale. Exactement. Ma dernière question, Olivia, est-ce que c'est pour vous un schéma d'avenir? Oui, je pense. Oui. Je Par pense. conviction ou parce que c'est une réalité? Les deux, parce que je vois de plus en plus de personnes qui justement s'intéressent à la nature. Il y a de plus en plus aussi de médiatisation des risques d'une surproduction, etc. Donc je pense que c'est vraiment en bonne voie. Alors, vous en pensez quoi de ces circuits courts? Vous savez qu'on voit dans beaucoup de marchés des pays de Savoie, on voit certains producteurs qui amènent vraiment leur production, mais parfois on voit aussi, disons-le, des forains qui amènent des camions de légumes, on ne sait pas du tout d'où ils viennent. Même parfois, il y a des tromperies sur la provenance. Là, on le sait, il y a très très peu de bolets cette année. Il y a eu peu de girolles parce qu'il fait trop sec. On voit des champignons d'importation et on se dit, bah ouais, on n'a pas mangé de champignons cette année, bah tiens, on va acheter du bolet qui vient par exemple de Roumanie. Alors, on fait comment? Alors, la garantie qu'on a, le meilleur moyen d'éviter la tromperie, c'est effectivement d'aller chez les producteurs, où là, il y a quand même une éthique. Et j'entends le producteur, et madame a dit quelque chose d'important, il faut aussi se réapproprier son alimentation, il faut redécouvrir la saisonnalité des produits. Et je crois que le meilleur moyen d'éviter effectivement ces tromperies, c'est d'aller directement chez les producteurs. Après, je ne pense pas que tout le monde soit acquis à aller chez le producteur. Il y a des gens qui veulent continuer à la grande distribution. Parce que c'est pratique. Voilà, parce que c'est Parce pratique, qu'ils vont à la parce Migros, qu'ils parce vont qu'ils acheter, vont, ils ont besoin ouais. aussi d'une savonnette, donc chez le producteur de légumes, on ne trouve pas de savonnette. Non. Alors qu'on va la Ou trouver alors à au la lait Migros. d'ânesse éventuellement. Voilà. Mais- Mais effectivement, là, je crois que vraiment le fait d'aller chez un producteur garantit que voilà, il n'y a pas de tromperie. Alors, je ne dis pas qu'il y a de tromperie dans la grande distribution. Il y a des contrôles, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que sur certains marchés, on ne sait plus trop qui, effectivement, question maraîcher intéressante produit pour Olivia. et qui ne produit pas. Ce circuit court, est-ce qu'il existe en grande distribution ou il est réservé à ce mode de distribution alternatif?
Alors moi, je n'ai vu que dans ce mode de distribution, je ne l'ai pas vu en Parce grande surface. On voit ces grandes surfaces jouer sur la carte produit local, produit du terroir. Il y a des choses bien, parfois il n'y a pas que des choses pas bien. Mais c'est vrai qu'on a plus de mal. Comme l'a dit Olivia, quand on va chez le producteur, on imagine que ça vient que de chez lui. Mais vous, à Genève, il y a plus de 40 nationalités qui travaillent et qui vivent à Genève. Il y a 1500 Brésiliens, autant d'Haïtiens, des gens qui aiment aussi leur culture. Et quand on va à la Migros, par exemple, on voit des bananes en plein hiver, on voit des choses très étonnantes, parce que ça correspond aussi à leur culture. Donc ces gens-là, ils n'ont pas envie de manger nos racines, nos tubercules et ce qu'on aime, nos raves, etc. Ils veulent aussi manger un peu leur histoire. Donc ils auront du mal à manger nos produits du moment. C'est juste. Et puis je crois qu'il faut le respecter. Il n'y a pas qu'un modèle de consommateur, il y a plusieurs modèles de consommateurs, effectivement, il y a des nationalités différentes, et je crois qu'il faut respecter ça. On n'a en tout cas pas l'ambition de nourrir 100% de la population, parce que de nouveau, il y a des gens qui ont envie de manger des bananes, ben ça on n'en produit pas. Il y a des communautés portugaises, brésiliennes, etc. à Genève qui ont leurs habitudes alimentaires, et ça serait complètement prétentieux de leur dire non, tu dois manger des produits jeunes, oublie ta culture. Non, je crois qu'il faut respecter ça. Il y a une vraie agriculture dans le pays de Genève, évidemment côté français avec les agriculteurs que l'on connaît bien de Savoie-Mont-Blanc. Il y en a aussi côté suisse et vous travaillez en plus main dans la main. On l'a vu avec Swissness et le travail que vous avez fait en n'hésitant pas effectivement à balader les vaches de part et d'autre de la frontière, quelle que soit d'ailleurs la modification de la douane. On va voir le reportage de Fanette de Buisson dans moins de 5 minutes. Merci beaucoup Olivia. Merci. Merci beaucoup à notre invité. Merci. Voilà, écoutez, la météo, Fanette de Buisson, et puis voilà, et puis couvrez-vous demain matin, il va faire un peu frais.